questionner les rapports entre le corps contemporain et l'espace vécu revient à interroger notre propre expérience vécue des lieux que nous fréquentons, parcourons et habitons, de nos déplacements à travers les différentes temporalités et spatialités qui déterminent nos conduites corporelles, et à être particulièrement attentif à un vivre ensemble fluctuant, mouvant et aléatoire, pourtant régi par des règles strictes de la circulation dans les espaces publics et des codes sociaux plus implicites de ce que Bourdieu appellerait l'habitus, concept provenant d'une notion aristotélicienne, l'exis. Bien sûr, aujourd'hui et plus que jamais, on se retrouve confronté aux espaces virtuels, numériques, technologiques, dont la nature fluctuante, immatérielle et algorithmique rend la désignation encore plus trouble, tant au niveau des différentes réalités qu'au niveau des échelles et des distances de nos interactions. Par exemple, dans nos situations présentes, je vous parle depuis Paris, il est plus de 20 heures pour moi. Vous me recevez à Montréal, il est plus de 14 heures pour vous. La distance est abolie par la connexion Internet et l'interface Skype. Nos présences sont connectées par le son et l'image transmise. Mon corps n'est pas présent physiquement, mais il est en présence par ma voix et mon image diffusée en direct. Nous sommes bien contemporains au sens de présence simultanée. Je suis là en même temps que vous et pourtant mon corps physique, lui, est absent. Donc on voit bien les différents niveaux de spatialité aujourd'hui auxquels on est confronté. Et puis la médiation de la webcam et du son rend possible, vient résorber plutôt cette absence physique sous un nouveau régime de coprésence. Ma communication part en effet de cette question des coprésences dans la vie quotidienne et plus particulièrement dans les espaces publics urbains, sous le prisme de l'acte de filmer, pour arriver à l'acte d'habiter dans son ontologie, oserais-je dire, c'est-à-dire l'habiter du corps propre en tant qu'expérience vécue, authentique, physique et temporelle. L'expérience d'un soi incarné par la peau, les membres, les plis de la nudité médiatisés par l'appareil de captation. Je propose ainsi de soulever dans le temps qui m'est imparti 3 questionnements. Par quel type d'étrangeté confrontent les artistes nos habitudes du voir et de nous mouvoir dans la ville en tant qu'espace fréquenté quotidiennement? Par quel procédé de prise de vue et selon quel dispositif visuel décrypte-t-il le régime de simultanéité des corps urbains? Et puis, comment le corps propre se révèle à soi et aux autres comme une spatialité habitée et vivante à travers une focale photographique tournée vers soi en tant que paysage corporel. Je propose ainsi d'inscrire cette communication dans un questionnement autour du couple appareillage et étrangeté, où les 3 actes, à la manière du théâtre, convoquent différemment l'expérience de l'étrangeté et de la présence du et des corps contemporains au sein de différentes spatialités vécues. Ce triptyque se compose de phénomènes qui découlent de la vie urbaine contemporaine, à savoir l'anonymat, l'observation et l'habité, et qui auront pour point de départ l'analyse de 3 œuvres artistiques. Alors, je vais passer directement voilà, à la question de l'anonymat. Donc, il s'agit par ce triptyque visuel de sonder une poétique médiatisée par les appareils de prise de vue de ce qui brusquement fait écart dans le regard pour devenir étrangeté au sein même de la familiarité de notre quotidien dans l'espace urbain, et ce à travers le prisme d'une réflexion sur les rapports entre le corps contemporain et l'espace vécu à l'œuvre au sein de ces démarches plasticiennes. L'anonymat, la simultanéité, la frénésie, la formation des foules, les usages du réseau souterrain des transports publics, l'impersonnalité des échanges, la disparition des espaces vacants et la méfiance des citadins par rapport à autrui sont ces phénomènes des grandes villes analysés et décortiqués par 2 précurseurs que sont Georges Simmel et Walter Benjamin. Le premier observe ce qu'il appelle l'intensification de la vie nerveuse, afin de déceler les traits d'une inquiétude indissociable à l'être citadin au tournant du XXe siècle. Quant à Walter Benjamin, il fait de l'expérience du choc un paradigme de la vie urbaine dès les années 30.
L'anonymat est pour ces penseurs un phénomène observable découlant des effets de la métropolisation des pays industrialisés dès le milieu du XIXe siècle. Zimmel parle de l'industrialisation qui n'est pas seulement un phénomène technique lié à la productivité économique par l'automatisation du travail, mais reconfigure nos rapports, nos conduites quotidiennes, nos propres corps et nos désirs, qui trouvent une continuité aujourd'hui avec la démocratisation des nouvelles technologies numériques. Alors, le choix du film Faceless de Manu Luksch a été effectué selon une double exigence, à savoir une dimension esthétique doublée de préoccupations d'ordre sociologique, voire politique. Ici, j'emploie l'adjectif et le nom politique en tant que le vivre ensemble, ou comme l'écrit Hannah Arendt, l'espace entre les corps. Mais c'est aussi, je l'emploie comme un regard critique justement des politiques de la surveillance et du contrôle. Comment déterminer alors l'implication d'un regard anthropologique et politique au cœur de la démarche cinématographique de Manu Luksch? Le film Faceless de cet artiste trouve une pertinence quant à sa valeur anthropologique sur le régime de visibilité des coprésences dans les espaces urbains à travers la vidéosurveillance d'une part, et d'autre part par une nouvelle esthétique de l'image à l'œuvre entre l'art vidéo, le cinéma et l'art numérique. Ce travail cinématographique autour des nouvelles configurations de la surveillance généralisée fait écho aux analyses de Michel Foucault sur les conduites corporelles dans son ouvrage référence Surveiller et punir. Foucault y développe l'histoire des stratégies sociopolitiques de l'exercice du pouvoir sur les corps à travers les usages et les pratiques des corps. Il procède pour ce faire à un dépliage des transformations par le dispositif spatial et les méthodes disciplinaires des institutions étatiques. Ça va de l'hôpital à l'internat, à l'école, jusqu'à la prison. Et montre comment justement la forme prison devient emblématique pour toutes ces institutions. Il écrit « Dresser leur corps, coder leur comportement continu, les maintenir dans une visibilité sans lacune, former autour d'eux tout un appareil d'observation, d'enregistrement et de notation, constituer sur eux un savoir qui s'accumule et se centralise. » Ce qui est nécessaire dans la pensée de Foucault, c'est qu'il nous aide à comprendre l'exercice du pouvoir par le système de surveillance dans notre monde contemporain et ses mutations au-delà de l'époque de la sortie de cet ouvrage Surveiller et punir en 1975. Le dispositif centralisateur qui permet de voir sans être vu, concrétisé par le panoptique. Si on peut voir, Sarah, la première image, qui induit, écrit Foucault, chez le détenu, j'ouvre les guillemets, un état conscient et permanent de visibilité qui assure le fonctionnement automatique du pouvoir. En effet, l'artiste autrichienne Manu Luksch s'accapare sérieusement du panoptique à l'échelle de la ville. Dès le début des années 2000, elle entame une récolte des données de la vidéosurveillance en se proposant de regarder ceux qui nous regardent. Elle rédige une charte intitulée le Manifesto for CCTV Filmmakers, dont les règles proposent aux réalisateurs de s'en passer de l'enregistrement filmique et de travailler uniquement avec les bandes, les données et les images récupérées à partir des caméras de surveillance et de contrôle omniprésents dans les grandes villes essentiellement occidentales. Dans une interview, elle souligne son intérêt pour le système en réseau de la surveillance, en appliquant l'idée de panoptique sur la surveillance de tous par tous. La surveillance, dit-elle, par définition est une activité qui génère une architecture totalitaire. Si tout le monde regarde tout le monde, cela crée une pression sociale pour un comportement homogène. Cela mène, pour utiliser les mots de Richard Sennett, à un espace public mort. En 2007, elle réalise un moyen-métrage intitulé Faceless, entièrement travaillé à partir des données visuelles fournies par les contrôleurs des systèmes de surveillance londoniens. Luksch s'est en effet penché, avant la rédaction de son manifeste, sur la législation anglaise
qui oblige les sociétés privées publiques de surveillance de fournir les données relatives aux enregistrements dans lesquels apparaît le demandeur, après une réclamation rédigée de sa part. En fournissant ces données visuelles, donc ces contrôleurs, ces surveillants, sauvegardent l'anonymat des autres personnes qui apparaissent à l'image en les floutant. L'artiste réalise alors son film sur les espaces publics de Londres, ville qui détient le record mondial du territoire le plus surveillé en nombre de caméras de vidéos de surveillance. Elle explicite l'intention de son projet de film en ces termes. Nous voulons rendre ces traces de données visibles, audibles, pour permettre aux gens de mieux les saisir, de les imaginer comme une extension de leur propre personne. Faceless est un film proche du genre de science-fiction qui montre une société dominée par la peur et l'inquiétude. La trame du film est conduite par la voix de l'actrice Tilda Swinton, légèrement grave, teintée d'un ton de confidence avec le spectateur. Donc cette voix qui nous accompagne tout au long du film contraste avec les images froides prélevées depuis différents angles de vue fixes dans les espaces urbains londoniens. Le texte interprété par Swinton engage un plaidoyer contre l'argument sécuritaire, relayé par la communication politique des États et leurs prestataires de services, qui entendent défendre et renforcer le système technologique de surveillance généralisée pour protéger les citoyens contre différents dangers imminents. Les personnages du film, issus des vidéos réappropriées par l'artiste, n'ont ni visage ni identité. C'est les passants, les citadins des enregistrements. À la place, on retrouve une société atomisée d'anonymes, individus vidés d'une histoire propre, pixelisés et indistincts, dont les visages sont cachés par des pastilles. Les dispositifs de récolte simultanée des données reflètent ainsi un monde urbain pris dans un immédiat fragmenté sans passé ni futur, où les individus et le temps sont morcelés et maintenus dans une non-zone et encerclés par l'hyperprésence technologique. Épiés et scrutés, les moindres gestes, comportements et déplacements sont centralisés perpétuellement selon un mouvement tautologique de l'enregistrement automatique que le film de Luksch tente de rendre non seulement visible, mais lisible et critiquable. L'héroïne qu'on identifie par la trame sonore grâce au récit véhiculé par la voix off et la trame visuelle survenant d'un plan à l'autre est l'artiste elle-même. Habillée en blanc, elle circule sur les images CCTV en basse résolution à la quête d'elle-même. Le spectateur suit la recherche de son identité dans ce magma d'images très saccadées. Le parcours de la trame filmique est cette recherche par la protagoniste des morceaux d'elle-même, de son histoire, qu'elle retrouve progressivement par la projection de son reflet. Ainsi, avec Faceless, Manu Luksch nous plonge, depuis l'esthétique spécifique générée par le dispositif panoptique polyfocal des espaces urbains, sous un jour inquiétant, étrange, dominé par une peur individuée, où l'hyper-contrôle permanent de nos déplacements et nos comportements relève des arguments sécuritaires, révélatrices en quelque sorte de la dimension paranoïaque de nos sociétés contemporaines. L'œil panoptique a évolué aujourd'hui avec les nouvelles technologies, mais garde le même principe, puisqu'il atomise et désindividualise le pouvoir, comme l'écrit Foucault. Atomise, désindividualise le pouvoir. Si l'œil automatisé, c'est-à-dire le dispositif d'enregistrement en surplomb sur l'espace public, serait directement approprié par l'artiste, c'est une question. Mais c'est en quelque sorte ce que réalise en 2014 le Canadien Mark Lewis avec une vidéo intitulée 5 mm, une vidéo qui dure 11 minutes. Sur cette vidéo, on peut voir les images peut-être de Mark Lewis. Il s'agit d'une autoroute surélevée à São Paulo, au Brésil, longue de 3,5 km, divisant la plus grande ville de l'Amérique du Sud en deux. L'artiste entreprend son film au moment de la fermeture hebdomadaire du Minocao. J'ai un peu du mal, c'est
pendant le week-end où les habitants, promeneurs, joggeurs ou cyclistes se réapproprient l'espace de l'autoroute et ses environs pour s'adonner à la marche et au loisir. Ce monument urbain, donc cette autoroute surélevée, dédiée à la circulation automobile, extrêmement encombrée durant la semaine, laisse place alors à une circulation humaine durant les soirs et les week-ends et les vacances. C'est cette temporalité vacante, moins contrainte, rythmée par la déambulation des corps et des vélos, des petits, des grands, qui intéresse Lewis muni de son dispositif filmique. Ce dernier est assez simple et souvent le même, un plan séquence fixe ou en mouvement de quelques minutes, filmé en 35 mm et projeté sous différents formats, selon des durées qui vont généralement de 3 à 15 minutes. Bien que l'artiste n'aime pas appeler ses œuvres art vidéo, c'est pourtant sur les murs des galeries, des musées et dans le cadre de Biennale internationale d'art contemporain qu'elles sont le plus souvent présentées. Il s'agit bien là de vidéos filmiques où le plan séquence fonctionne comme une expérience esthétique purement visuelle, prélevée dans le flux de la vie urbaine. Enregistreur du hasard, sondeur de l'orchestration du vécu, sous un regard observateur des nervures des villes et de ses micro-manifestations, Lewis révèle les scénettes de la vie quotidienne dans la délicatesse et le brut de leur mode d'apparition. Alors ce film n'échappe pas à sa manière de faire. Filmé en surplomb, le fragment de la ville de Sao Paulo est parcouru par la caméra, articulé à une grue et commandé par l'artiste. Les mouvements de l'appareil, rendus possibles par la prothèse mécanique, sondent l'espace à partir d'un déplacement très lent. Le plan séquence révèle les activités sur, autour et au-dessous du Minokao, suivant les mouvements de la caméra. L'œil filmique visite lentement l'espace. Il se balade, monte, descend, traverse, s'attarde ou s'arrête, toujours depuis une vue en hauteur et révélant différentes échelles du bâti. La lenteur du mouvement de la caméra restitue un film où le spectateur, contrairement au film Faceless, est dans une posture d'observateur qui se promène lentement au-dessous et aux environs de l'autoroute. Cette promenade en hauteur se trouve renforcée par un étirement temporel et spatial dû à la lenteur du déplacement de la caméra. C'est comme si la vie reprenait ses droits à travers la suspension de ce monument moderne qu'est l'autoroute surélevée pour laisser place à une poétique visuelle de la vie citadine et piétonne, où la prise de vue en hauteur donne à voir l'autoroute en tant que paysage humain. À un moment donné, par exemple, la caméra s'arrête puis scrute durant quelques secondes un couple d'adolescents qui s'appréhendent mutuellement. Ce film est comme une extirpation d'une temporalité cadencée par le besoin pratique, où la qualité d'observation que nous offre Lewis impose un temps d'arrêt quasi méditatif pour observer ce fragment de la vie urbaine. Observer ici, c'est également saisir sensiblement l'étrangeté dans la familiarité d'une situation banale, où celle-ci devient expérience esthétique à part entière, par le vertige de cette caméra en plongée qui fait éclater nos habitudes perceptives. Le vertige, écrit Chantal Pontbriand, met le sujet à l'épreuve du monde. On passe de cette écologie citadine visitée par l'œil mécanique en plongée à un paysage épidermique du corps propre dans l'œuvre de John Copeland. Si on peut mettre la première image, merci. Si le cadrage issu de l'acte de filmer l'environnement urbain permet une approche anthropologique, la prise de vue en gros plan dans la photographie de soi par l'appareil photographique que nous offre Copeland nous met en face d'une autre poétique plus intimiste et organique. C'est ce que j'appellerais l'habité du corps. Reconnu en tant que critique et rédacteur en chef de la revue Art Forum, puis conservateur, John Copeland entame sa pratique photographique à l'âge de 64 ans, avec une série intitulée Self-Portraits qu'il poursuivra jusqu'à sa mort. Plus qu'une simple série d'images, Copeland s'attache à explorer son corps sous toutes les coutures, devenant non seulement des membres et de la peau,
mais un territoire épidermique à explorer dans ses coins et recoins, ses textures et son épaisseur, ses plis et ses replis. Bref, une histoire de soi non narrative, révélée par ce corps nu, brut. C'est un corps ordinaire d'un homme d'âge mûr, sans tête ni visage, si on peut mettre les autres images en même temps, dont la texture et les formes sont marquées par le passage du temps qui a dessiné ses sillons sur l'étendue organique de ce corps. Sans phare ni retouche et sans contexte ni indication spatiale et temporelle, ces images de fragments de corps, toujours en noir et blanc, en photographie argentique, et souvent agrandis pendant leur tirage, renvoient chacun à une authentique manière d'habiter son propre corps en assumant par les images ces transformations les plus dissimulées, ou ordinairement d'habitude très dissimulées. Un fragment de ses cuisses, l'épaississement de ses orteils, les plis d'un ventre vieilli ou les rides de ses membres, les images de ce corps morcelé participent à un travail de désapprentissage d'un dressage visuel infligé à notre insu. À partir, dit-il, d'une quête de soi qui n'a pour objet un résultat inachevé, mais un cheminement subjectif à partir de l'expérience de son propre corps, John Copeland s'affirme ses positions en ces termes. Mon travail traite de la perception du corps masculin dans la société contemporaine. Et ajoute, j'ai été élevé dans une culture machiste. J'ai vu partout la domination du mâle occidental de race blanche. Je ferme les guillemets. Et si habiter le monde subjectivement passé chez l'artiste par l'acte de photographier ce corps dans sa vérité, c'est-à-dire le déconstruire d'un façonnement culturel du mâle dominant occidental, comme il le dit. Avec l'agrandissement de la taille des images et plus rarement la réduction des mesures dans l'étape du tirage photographique, Copeland cherche à élargir parallèlement l'imaginaire du regardeur et à faire bouger les lignes et les limites de l'image du corps dans sa construction sociale, culturelle, intime et psychique, donc dans sa manière d'habiter le monde. En conclusion, je voudrais dire que questionner l'anonymat, l'observation et l'habiter à travers les œuvres de ces trois artistes amène à révéler la dimension anthropologique de leur travail, qui soulève l'étrangeté de la vie ordinaire, de nos corps, de nos relations, de nos coprésences, et ce à travers l'esthétique spécifique issue des poétiques à l'œuvre dans chacune de ces œuvres visuelles. Ce triptyque constitué d'œuvres plastiques très différentes repose à chaque fois autrement la question du rapport entre étrangeté et appareillage du regard. Si l'anonymat, l'observation et l'habité questionnent notre place au monde, c'est-à-dire la fabrique d'un regard sensible et critique articulé aux appareils d'enregistrement, que nous pouvons saisir nos propres emplacements comme autant de prises de vue variables et spécifiques sur notre contemporanéité dans sa dimension quotidienne, esthétique, corporelle et politique. Je vous remercie.